Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. L'élégance africaine prend vie chez Brim Création d'Afrique. Brim Création d'Afrique est située en face de la deuxième voie après le CJ Rouillera à gauche en allant vers le 13e arrondissement. Commandez dès aujourd'hui en nous contactant au plus 229 01 97 82 82 76 ou au 01 52 51 00 52. À Brim Création d'Afrique, c'est la satisfaction totale. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission consacrée à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui nous concerne tous, la prévention des maladies non transmissibles. Nous avons précédemment abordé des sujets sur le diabète et l'AVC qui font partie des maladies non transmissibles. Ces maladies, bien qu'elles ne soient pas contagieuses, représentent une cause majeure de décès dans le monde. Comment maintenir une santé parfaite et prévenir les maladies non transmissibles? Nous en parlons aujourd'hui avec notre expert Juste Danwayon, médecin généraliste. Bonjour docteur. Bonjour madame. Docteur, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est qu'une maladie non transmissible? Merci, c'est toujours un honneur de me retrouver sur votre plateau pour parler de santé. Je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices et tous les internautes d'ailleurs. Et je leur remercie, tous ceux qui vont tomber sur ce contenu-là, de prêter attention parce qu'il s'agit de la santé. Et comme on le dit tous, la santé n'a pas de prix. Tout à fait. Abordant les maladies non transmissibles, vous avez planté le décor. Ce sont des maladies qui ne sont pas transmissibles, qui ne se transmettent pas d'un individu à un autre. Le contraire de ces maladies ou l'opposé de ces maladies, ce sont les maladies transmissibles qui sont pour la plupart du temps infectieuses. On va donner des exemples terre à terre pour faire comprendre aux internautes. Si nous prenons par exemple le VIH-Sida, c'est une maladie qui se transmet d'un individu à un autre. Nous prenons par exemple la fièvre typhoïde, c'est une maladie qui se transmet d'un individu à un autre. Mais les maladies dont nous voulons parler aujourd'hui sont des maladies qui ne se transmettent pas d'un individu à un autre individu. Parmi ces maladies non transmissibles, il y en a plusieurs catégories. Ce sont des maladies, retenons seulement que ce sont des maladies qui ne se transmettent pas d'un individu à un autre et qui sont pour la plupart du temps des maladies chroniques, donc qui tiennent dans le temps, qui sont au moins supérieures à 3 mois de manifestation sur un individu. Donc voilà un peu ce que nous pourrons dire par rapport aux maladies non transmissibles. Quels sont alors les principaux facteurs de risque liés à ces maladies? Pour aborder les facteurs de risque liés à ces maladies, il faudrait savoir d'abord quelles sont ces maladies dont nous parlons. Nous allons peut-être les scinder en 3 ou 4 catégories. Il y a d'abord les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est le grand groupe de ces maladies non transmissibles. Dans ces maladies cardiovasculaires, la première maladie, tout le monde le connaît, c'est l'hypertension artérielle, qui secoue aujourd'hui à travers le monde et qui tue énormément. Après l'hypertension artérielle, nous avons ce que nous appelons communément la crise cardiaque, qui est l'infarctus du myocarde, et en dernière position, l'AVC, qui est l'accident vasculaire cérébral. Comme maladie métabolique, mais que nous allons catégoriser à part entière, c'est le diabète, et surtout le diabète de type 2. Parce que le diabète de type 1, c'est un diabète auto-immune qui est plus ou moins génétique et qui survient très tôt, déjà au bas âge, donc ce n'est pas un diabète qui sera concerné dans ce sujet-là. Le troisième groupe sera le groupe des cancers. Ce sont des maladies qui sont chroniques et qui sont non transmissibles, qui font partie du groupe de maladies non transmissibles. Et en dernier lieu, quelques maladies neurologiques, à savoir peut-être l'épilepsie et la dépression, l'Alzheimer, ce sont des maladies aussi non transmissibles qui font partie de ce grand groupe-là. Donc voilà un peu, si on doit catégoriser ces maladies, comment nous pourrons les catégoriser. Comme facteurs de risque, nous allons aborder les facteurs de risque en fonction de chaque catégorie de maladie. Lorsque nous allons entamer les maladies cardiovasculaires, cela va aussi dans le sens du diabète aussi, parce que c'est une maladie métabolique qui a plus ou moins les mêmes facteurs de risque que les maladies cardiovasculaires. Dans ce sens-là, la première difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est comment faire pour bien manger.
puisque aujourd'hui on nous impose des choses que nous mangeons et sans savoir plus ou moins le contenu de ces choses-là. Donc c'est d'abord le régime alimentaire. Les facteurs de risque, là on va aborder ça de là. C'est d'abord la mauvaise alimentation qui fait qu'on est assujetti à ces pathologies-là. Après la mauvaise alimentation, nous avons la sédentarité. La sédentarité, c'est le fait de rester sur place, de ne pas mener des activités physiques. On est tout le temps au bureau. Le soir, on rentre à la maison, on se couche. Le lendemain, encore au bureau toute la journée. On rentre à la maison, on se couche sans activité physique. Ça, c'est la sédentarité. La personne du troisième âge aussi, qui est à la maison, qui n'a pas d'activité, elle est couchée, elle se lève, elle mange, elle dort, elle se lève, elle mange, elle dort. Elle est assujettie à faire ces maladies cardiovasculaires-là. Après la sédentarité, nous avons la consommation du tabac et de l'alcool. C'est deux facteurs aussi qui vont créer ces maladies cardiovasculaires-là. Après la consommation d'alcool et de tabac, il y a le stress. C'est le stress qui va sur stress chronique. Des gens qui sont dans des activités où ils sont tout le temps stressés, ce sont des gens qui sont assujettis à faire ces pathologies-là. Après ces facteurs de risque, il y a des éléments que nous ressortons encore qui sont incriminés dans ces pathologies. C'est des éléments liés à l'âge, parce que lorsque l'âge avance, il y a une perte de l'élasticité des artères, des veines, et tout ça, ça amène à faire les maladies cardiovasculaires. À part l'âge, on a des facteurs héréditaires qui sont aussi incriminés. Vous allez connaître des personnes où le papa a fait l'HTA et est peut-être décédé de ça, la maman a fait l'HTA et est décédée de ça, et on voit les enfants aussi, en grandissant, commencent par faire l'HTA. Donc, on se dit qu'il y a forcément un facteur génétique qui est incriminé dans ces pathologies-là. Donc, lorsque nous prenons les maladies cardiovasculaires, voilà les facteurs de risque que nous pouvons révéler ou déceler à ce niveau-là. L'autre groupe, c'est les cancers. Au niveau des cancers, c'est chaque cancer avec son facteur de risque. Aujourd'hui, on va aborder les facteurs qui sont les plus fréquents. Oui. D'abord, chez la femme, on a le cancer du col de l'utérus. Chez cette femme-là, le cancer du col de l'utérus est dû, c'est une pathologie qui n'est pas trop dans le groupe, mais qui est incriminée à cause de sa chronicité, qui est due à une bactérie, je vais dire un virus, qui est le human papillomavirus, qui crée cette pathologie-là. Et ça se transmet d'un individu à un autre. Ou bien lorsque vous êtes en contact avec une femme qui fait la pathologie, vous pouvez la faire. Maintenant, les cancers qui seront plus incriminés, on a le cancer des poumons, on a le cancer des os, le cancer de la prostate. Ce sont des pathologies qui sont plus incriminées dans ce grand groupe de maladies non transmissibles. Ce sont des pathologies qui n'ont pas plus ou moins de facteurs de risque, parce que ça survient, c'est une multiplication anarchique des cellules liées à l'organe concerné. Si nous prenons le poumon par exemple, on va constater qu'il y aura une multiplication anarchique des cellules qui va démarrer, peut-être qui sera pousse infectieuse, la personne a fait une infection pulmonaire qui est mal traitée, et après on a une multiplication anarchique de ces cellules-là qui démarre et qui va donner plus tard peut-être le cancer du poumon. Il fait peut-être une bronchopneumopathie chronique obstructive, et après il va faire peut-être un cancer du poumon. Quelqu'un qui est tabagique, qui ne fait que fumer, plus tard, il va faire un cancer du poumon. Donc, ce sont des pathologies qui sont chroniques et qui sont liées au poumon. Lorsque vous allez prendre le cancer de la prostate, c'est des gens aussi qui sont là et petitement, les petits signes commencent, peut-être des infections urinaires non traitées ou mal traitées, ou bien les infections sexuellement transmissibles non traitées ou mal traitées. Et plus tard, cette personne commence à développer une prostatite d'abord, la prostate qui s'enflamme. Ce n'est pas aussi bien traité, et plus tard, les cellules de la prostate commencent par se multiplier anarchiquement, et ça va donner plus tard un cancer de la prostate. Il y a aussi le cancer des os. Bon. Oui, il y a le cancer des os. Il y a même le cancer du sang. Oui, ça, donc oui. Il y a le cancer des os aussi qui peut survenir. Donc voilà, dans le groupe des cancers, ceux que nous pourrons citer. Et ces cancers-là n'ont pas plus ou moins de facteurs de risque patents, mais c'est les infections liées à ces organes qui sont mal prises en charge qui plus tard vont causer ces genres de cancers-là. À part le groupe des cancers, on va attaquer le diabète, que j'ai catégorisé à part entière parce que c'est une maladie métabolique, mais qui a les mêmes facteurs de risque que les maladies cardiovasculaires. Donc tout ce que nous avons cité, parmi les maladies cardiovasculaires, à savoir la sédentarité, l'alcool, le tabac, notre mauvaise alimentation, l'âge aussi, tout ça peut être incriminé dans ce groupe-là. Chez eux, ce qu'on va ajouter, c'est l'obésité. C'est vrai, l'obésité est incriminée dans l'hypertension artérielle, dans les fractures du myocarde, dans l'AVC, mais dans le diabète, l'obésité est plus incriminée parce que lorsque vous êtes obèse, ça augmente la surcharge pondérale et ça favorise plus la résistance des cellules à la diffusion ou de l'insuline. L'insuline qui doit réguler la glycémie dans le sang. Donc, lorsque ce n'est pas régulé, facilement, vous allez faire le diabète de type 2. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport aux facteurs de risque liés au diabète
Aux autres facteurs qu'on a cités qui sont cardiovasculaires, on va ajouter l'obésité. Le quatrième groupe qui fait partie des groupes neurologiques, on a cité l'épilepsie, on a cité la dépression, on a cité aussi l'Alzheimer. Dans ces cas de figure, ce ne sont pas des maladies qui ont de facteurs de risque connus. La dépression, par exemple, ça peut être une maladie chronique comme ça peut être une maladie aiguë. Vous êtes face à une situation où vous n'avez pas à surmonter la situation et psychologiquement, vous êtes abattu, vous allez faire une dépression. Lorsque ça devient chronique, ça va rentrer dans le groupe des maladies non transmissibles dont nous sommes en train de parler. Mais lorsque c'est aigu, cela sort de ce groupe-là. L'épilepsie, pour la plupart du temps, c'est une maladie chronique et pour l'expliquer en français terre à terre, c'est comme un court-circuit dans le cerveau où il y a un désordre neurologique qui se produit dans le cerveau et ce court-circuit donne des manifestations brutales. Vous allez voir un individu qui va faire une crise, on appelle ça convulsion en médecine, des convulsions qui sont tonico-cloniques. Il y a plusieurs types de convulsions qu'il va vous présenter. Il va faire, au cours de cette convulsion, il va se mordre la langue, il va baver et après, lorsque vous allez faire l'EEG, qui est l'électroencéphalogramme, quand on le voit, il commence oui, il commence par, et puis là, oui, il va baver blanche, là. qui sort oui, avec une mousse là, oui, c'est ça. Donc, il fait ça et après, vous allez faire le diagnostic à l'électroencéphalogramme et vous allez découvrir les signes que vous aurez et vous allez confirmer cette épilepsie-là. Donc, c'est des maladies qui durent dans le temps, mais qui ne sont pas transmissibles d'un individu à un autre. L'Alzheimer, c'est une maladie qui concerne les personnes du troisième âge qui, à un moment donné, font une sorte de démence, mais une démence poussée qui donne l'Alzheimer. Quelqu'un qui est atteint de cette affection neurologique va commencer à avoir une amnésie, il commence par tout oublier de son passé, une amnésie rétrograde et antérograde, il oublie tout ce qui est récent, il oublie tout ce qui est très ancien aussi. Donc ces pathologies n'ont pas de facteurs de risque patents, mais c'est des pathologies qui sont classées dans le groupe de ces maladies non transmissibles. Nous sommes sujets à des maladies tous les jours, hein, oui. Surtout vu notre alimentation. Docteur, dites-nous au quotidien, quelles sont les maladies les plus courantes que vous rencontrez? Au quotidien, dans ce groupe de pathologies, c'est les maladies cardiovasculaires et métaboliques. L'hypertension artérielle qui est très fréquente, l'AVC qui est un apanage de cette hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, c'est vrai, quelqu'un ne peut pas faire un infarctus du myocarde et vous allez le retrouver dans la crise pendant plusieurs moments, mais lorsqu'il fait l'infarctus et qu'il est traité, vous pouvez le retrouver après avec des séquelles. Après ça, le diabète qui est très fréquent, qu'on retrouve très fréquemment aussi dans notre pratique quotidienne. Après ça, nous allons peut-être parler des cancers. Les cancers qui suivent, oui, les cancers sont fréquents. Et aujourd'hui, sous nos cieux, il n'y a pas de prise en charge aussi pointue dans ce sens-là. Et les prises en charge que nous faisons, pour la plupart du temps, c'est des soins palliatifs pour aider ces patients à gérer, parce que c'est des maladies qui sont très douloureuses. Surtout le cancer, c'est très douloureux, donc on aide ces patients à gérer ces douleurs-là. Sous d'autres cieux, il y a la technologie qui a évolué, qui aide aujourd'hui la médecine à prendre en charge et à donner vraiment une longueur, une distance entre la mort de ces patients-là et le début de la pathologie. Donc la mort est inévitable dans tous les cas. Oui. Il y a des cancers où la mort est vraiment inévitable. Il y en a d'autres qu'on peut guérir. Oui. Bon, on ne va pas dire qu'on peut guérir. À un stade peut-être. Oui, on peut arrêter ça à un stade donné et empêcher à ce cancer-là d'évoluer. Non, c'est inévitable. Sinon, la plupart de ces cancers, on les classe dans un groupe de cancers qu'on appelle les SPRUT. C'est des cancers qui émettent après des métastases. Vous allez avoir un cancer de la prostate. Après, vous allez constater que ça a fait des métastases pulmonaires, des métastases hépatiques, des métastases osseuses. Et ces métastases, c'est comme des ganglions qui sont formés au niveau du poumon. La personne a un cancer de la prostate, mais vous allez constater que plus tard, elle aura des difficultés respiratoires parce que des métastases sont formées déjà au niveau pulmonaire. Vous allez constater qu'il a une indigestion, une constipation accrue. Il va faire un ictère après. Vous allez voir qu'il y a des métastases au niveau hépatique. Il va faire des métastases osseuses. Il va crier comme quelqu'un qui est drépanocytaire. Il va sentir des douleurs osseuses très atroces. Donc, ce sont des pathologies qui, jusque-là, n'ont pas encore connu d'avancée dans le sens du traitement de façon efficace. Donc, voilà un peu ce que nous rencontrons le plus fréquemment. L'Alzheimer, par exemple. Bon, jusque-là, moi, je n'ai pas encore rencontré l'Alzheimer. Je ne fais que suivre ça. Peut-être que le problème, c'est au niveau aussi de la sensibilisation. Les gens, peut-être qu'ils vivent ça, mais ils ne savent pas. Que ce sont ces pathologies-là qu'ils ont. Ça. Donc, de quoi prendre soin de notre santé. Docteur, quelles sont les mesures préventives les plus efficaces pour limiter le risque de développer les maladies non transmissibles? Dans ce cadre de maladies non transmissibles,
la plus grande chose à faire, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas le médecin que tu as en face de toi qui va te traiter, qui va te guérir. Puisque si tu fais le nécessaire, tu n'iras pas vers le médecin à cause de cette maladie non transmissible. Mais tu sauras te prendre en charge déjà toi-même et éviter un certain nombre de choses. Ce qu'on a constaté aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand on parle d'hypertension artérielle, c'est minimum 40-45 ans. Ah bon? Oui, quand il y a 15 ans en arrière, quand on parle d'hypertension artérielle, c'est un sujet de minimum 40-45 ans. Mais aujourd'hui, moi je reçois des patients de 25 ans, de 27 ans, de 30 ans qui font l'hypertension artérielle. Ce n'est même pas une hypertension artérielle de grade 1. Ils font une hypertension artérielle de grade 3. La tension va déjà à 180, 190, mais on se demande, mais où va le monde? On va où? Donc peut-être ça, c'est lié aussi Ça, à ces facteurs que vous à ces avez facteurs cités. qu'on a cités là. L'alimentation, vous voyez un jeune de 25 abusive, oui, abusif d'alcool, de tabac, un jeune de 25 ans, mais qui est trapu avec un gros ventre, il a tellement mangé. Aux temps anciens, il y a 15 ans. Mais il dit que c'est la vie, non, où il a l'argent. Non, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas de cette manière qu'on montre qu'on a l'argent. Si tu as l'argent, il faut réaliser, il faut évoluer, il faut faire d'autres choses. Donc, on les voit aujourd'hui et ils mangent mal. C'est des gens, dès qu'on trouve l'argent, il faut qu'on aille acheter un champagne de 200 000, des whisky de 500 000, et il faut gagner son frigo, il faut faire tout ça. Non, ce n'est pas ça qui est la vie de luxe. Aujourd'hui, vous allez dans les villages, dans les zones reculées, les parents sont encore mieux que nous qui sommes en ville. Ils sont âgés, mais encore en forme. Oui, encore en forme. Lorsque vous envoyez votre femme au marché aujourd'hui, elle ne trouve pas une patate, une tomate bien ronde, et bien remplie et tout, bien jolie, là, elle n'achète pas. Alors que la maman du village, c'est sa petite tomate qu'elle a mis derrière sa cabane, qui a poussé, qui a germé, c'est ça qu'elle ira chercher. Mais de l'autre côté, c'est les OGM, tout ce qui est modifié, et on ne fait que travailler tout ça. Aujourd'hui, on fait des cultures, on dit hors sol, il n'y a pas l'eau, mais on cultive. On se demande tout ça, là, les produits chimiques qui sont utilisés pour faire tout ça, c'est pour détruire l'alimentation. Mais nous vivons de ça. Mais nous vivons de ça, on n'a pas le choix. Les boîtes de conserve aujourd'hui qu'on achète, les bouillons qu'on achète, tout ça, ça contient des substances qui détruisent l'organisme, qui plus tard vont donner ces pathologies-là. Et l'enfant déjà, à partir de 1 an, 2 ans, quand il commence à s'alimenter, il ne mange que ces choses-là jusqu'à 25 ans. Oui, il est habitué à ça. Il est habitué à ça. Quelqu'un qui consomme quelque chose qui nuit à son organisme pendant 25 ans, imaginez-vous un instant, il va faire facilement cette pathologie-là. Dieu merci, nous on est nés il y a longtemps. C'est peut-être pour ça que jusque-là, on ne fait pas encore cette pathologie. Mais nos enfants que nous mettons au monde aujourd'hui, il faudrait vraiment prendre soin de ces enfants-là, éviter au maximum ces choses-là et introduire d'autres habitudes dans notre quotidien. On va l'aborder par rapport à l'alimentation, la consommation de fruits, de légumes. C'est très important. Aujourd'hui, peu de jeunes, vous allez voir, consommer du fruit et des légumes. Mais si c'est, comment ils appellent ça, les fast-food, shawarma, pizza, hamburger, ces choses-là, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, ce qui est exigé, c'est minimum 5 différents fruits par jour. Mais même si vous n'arrivez pas à prendre les 5 différents fruits par jour, même si c'est 2, 3 ou 4 fruits, il faudrait prendre par jour pour quand même permettre à l'organisme d'éliminer tout ce qui est toxines, d'éliminer tout ce qui est mauvais cholestérol et de vous permettre d'avoir un organisme au point. Mais même les fruits là aussi, il y a des produits chimiques. Oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de constater aussi, qu'on est en train de modifier tout ça aussi. Vous allez prendre de l'orange aujourd'hui, c'est plus sucré que le sucre. Oui. Et vous allez chercher, on va vous dire que c'est de telle catégorie, on vous donne la classe, on vous donne le laboratoire qui a produit, tout ça. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et on appelle tout le monde à ça, que ce soit les nutritionnistes, les agroalimentaires, tous ceux-là n'ont qu'à mener la danse avec nous pour que ces choses qu'ils sont en train de mettre sur le marché ne créent pas plus tard ces pathologies-là. Donc, c'est d'abord bien manger les fibres, les légumes, les fruits, les bons fruits, les bons fruits, les naturels, ce que vous-même vous allez cueillir, ce sont les naturels. Ce sont ces fruits-là qu'il faut consommer. Après ça, il faut diminuer la consommation d'alcool. Si on peut laisser la consommation d'alcool, ce serait bien. Et privilégier l'eau. L'eau. Comme on le dit, l'eau est source de vie et l'eau est source de vie sur toute la ligne. Donc, privilégier l'eau potable, bien sûr. Et consommer moins d'alcool, même si c'est occasionnellement qu'il faut consommer. Bon, c'est toléré, très très rare fois, c'est toléré. Il faut arrêter l'alcool, arrêter le tabac, 5 différents fruits par jour et l'activité sportive. Ce qui est recommandé, c'est minimum 30 minutes d'activité sportive par jour. Pratiquez une activité sportive. Vous êtes dans votre bureau, vous êtes assis peut-être de 8h à 10h, levez-vous, marchez au moins 5 minutes avant de vous rasseoir. Là, ça va permettre à vos muscles de se détendre, à vos artères, vos veines de reprendre vigueur et permettre un retour veineux efficace.
Donc, ce sont des choses qu'il faut respecter. Après ça, nos parents qui sont à la maison, il faut qu'on évite la sédentarité chez eux aussi. Il faut les faire sortir, il faut qu'ils aillent marcher, aillent faire peut-être des courses. Ça va leur permettre aussi d'éviter cette sédentarité qui va créer du tort. Éviter l'obésité. Tout faire pour que déjà l'enfant, au cours de sa croissance-là, il faut tout faire pour essayer de canaliser son poids. Sinon, lorsque le poids sera excessif, et parce que nous utilisons le poids et la taille pour calculer un indice que nous appelons un indice de masse corporelle qui nous permet de classer le surpoids d'un grade 1 jusqu'à un grade 4. Donc lorsque vous êtes en surpoids, ce n'est pas bien. Lorsque vous êtes en obésité, grade 1, grade 2, grade 3, ce n'est pas bon. L'obésité morbide aussi, où à un moment donné, on n'a plus la possibilité de revenir en forme et on est obligé de rester comme ça. Là, ça agit sur le cœur n'est plus efficace. Ça va vous donner beaucoup de maladies cardiovasculaires et en l'occurrence, l'infarctus du myocarde. Un jour, vous serez là quand vous allez faire une crise et on ne va pas pouvoir vous sauver. Donc, il faut vraiment veiller à cela. Donc, l'alimentation, diminution de l'alcool, du tabac, l'activité sportive, les fruits et légumes par jour, éviter la sédentarité et avec l'âge, il faut plus prendre soin de son corps. Quand il dit plus prendre soin de son corps, je l'ai dit, lorsque l'âge avance, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans l'organisme. Vos artères, vos veines deviennent plus ou moins rigides et ne sont plus élastiques. Donc, il faudrait peut-être des bilans réguliers, tout ça, pour entretenir cet organisme-là. Je pense que ce sont les choses que nous devons respecter pour éviter ces maladies non transmissibles. D'accord, docteur. Une fois que le patient vient vers vous et que la maladie est détectée, comment est-ce que, en tant que vous, professionnel de santé, vous accompagnez les patients dans la prévention? Chez ces patients, il n'y a plus à prévenir la maladie, mais il y a à prévenir les complications. Puisque lorsque le patient vient et la maladie non transmissible est détectée, on fait le traitement. Et il faut dire, pour la plupart de ces maladies, c'est des traitements à vie. Ce n'est pas commode de voir un patient, chaque matin, il doit avaler des produits, il doit avaler des comprimés. Si on va encore plus loin, les comprimés qu'il avale ont des excipients, ont des produits chimiques qui ne vont pas jouer le rôle que nous envoyons ce comprimé-là jouer. À la longue, il y a des médicaments qui ne travaillent plus. Qui ne travaillent plus, il y aura des résistances, il faut changer. Et il y a aussi le fait que les patients ne sont pas, pour la plupart du temps, observants. Vous demandez de prendre un traitement, il est venu peut-être pour une hypertension et sa tension est peut-être à 170 et tu le mets sous traitement, il va à la maison, les céphalées qu'il a, les céphalées ont disparu, il n'a plus de fourmillement dans ses pieds, il n'a plus de vertige, il n'a plus de bourdonnement d'oreille, il sent que bon, ça va, il abandonne le produit. Le rendez-vous que tu donnes peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, il ne vient plus au rendez-vous. Tu le vois en vue, il dit « Ah, docteur, je vais passer, docteur, je vais passer. » Il ne sait pas qu'il est en train de faire mal à son organisme. Un organisme qui a développé une hypertension jusqu'à 170, lorsque vous laissez cet organisme sans traitement pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, lorsque ça va vouloir, à 170, vous avez eu déjà des céphalées, vous avez des bourdonnements d'oreilles, vous avez des vertiges, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes venu consulter. Lorsque l'organisme va vouloir vous donner un autre signal, ça ne sera plus à une tension de 170 qui va vous donner un signal. Parce que vous avez déjà donné ce signal et vous avez combattu le signal. C'est comme une guerre. Quand il va vouloir revenir, il va revenir encore plus armé. Donc, quand il dit plus armé, vous allez venir peut-être, une crise va venir plus tard, une crise hypertensive va venir plus tard, avec une hypertension peut-être à 200. Si c'était sur une molécule qu'on vous avait mis, lorsque vous allez revenir, une seule molécule ne pourra plus gérer votre hypertension artérielle. Vous serez obligé de passer à 2 molécules, à 3 molécules. C'est vrai que 2 ou 3 molécules sont combinées dans un même produit et c'est ce même produit qui va prendre en charge cette pathologie-là. Mais ça suppose que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Alors que nous, notre objectif, c'est de vous garder à un état stable, permettre à ce que la monothérapie marche. Une seule molécule, là, on sait que bon, ce n'est pas une hypertension qui est très sévère, c'est une hypertension qui est modérée et qui est gérable. Mais lorsque vous négligez la santé, vous allez aller à une hypertension qui sera foudroyante et qui va faire que votre traitement sera plus pointu, qui va nécessiter beaucoup de molécules. Plus vous ingérez les molécules, plus vous allez développer des effets secondaires plus tard, des effets indésirables plus tard. Donc, je pense que le mieux est que lorsque le patient vient, après le traitement, on fait tout pour faire une éducation. Et on fait une éducation, que ce soit sur le plan comportemental, biologique, l'alimentation, le régime alimentaire de la personne, nous essayons d'agir sur ça. Parce que c'est ça qui a créé la maladie. On fait tout aussi pour faire régresser ces choses-là, pour que ça n'entretient pas la maladie, pour créer les complications. L'hypertension, je l'ai dit, la hantise, c'est l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Et dans ce cas-là, vous allez faire
une paralysie ou une hémiparésie, et vous ne serez plus en mouvement, vous n'allez plus pouvoir vaquer à vos occupations et ça va vous alité. Donc pour éviter ces choses-là, nous faisons tout pour donner, pour faire une éducation d'abord chez le patient, hygiéno-diététique par rapport à son hygiène de vie et par rapport à son alimentation. Même chose aussi pour le diabète et pour les autres pathologies, on essaie de voir ce qui est à la cause de la pathologie et on essaie de remédier à ça, que ce soit physiquement, que ce soit biologiquement ou que ce soit par les médicaments. Donc, docteur, les maladies dont on ici peuvent être évitées Oui. ou retardées. Oui. Tout de suite, vous avez parlé de régime alimentaire. Donc, régime alimentaire, tout de suite, quand vous le dites, c'est comme si c'est se priver de nourriture parfois, ou bien c'est diminuer la quantité, ou soit savoir quoi manger. Oui. Dans ce sens-là, il faut prendre moins de sel, moins de sucre. On a déjà banni l'alcool. Tout ce qui est trop gras, les acides gras, le mauvais cholestérol, il faut bannir ça. Il faut prendre moins d'huile. Tout ce qui est gras, il faut les éviter pour ne pas augmenter le mauvais cholestérol. Et préférer les feuilles, les légumes, les fruits et les bons fruits. Il faut les préférer. Ce sont ceux-là qui vont vous permettre d'avoir une santé saine. On n'a pas le choix, on doit se priver de certaines choses pour pouvoir rester dans la stabilité sur le plan sanitaire. Ça va de soi et c'est dans tous les domaines. Le trop plein, ce n'est pas bien. Et le moins aussi, là, ce n'est pas bien. Donc, il faut essayer de rester dans la marge, dans la moyenne, pour avoir une santé, plus ou moins parfaite, plus ou moins équilibrée. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un gros ventre. Ce n'est pas la meilleure manière de vivre. Vous pouvez avoir un organisme simple, ne pas avoir un gros ventre et vous allez vivre mieux que quelqu'un qui a un gros ventre. Celui qui a un gros ventre, il est assujetti à vite mourir que celui qui n'a pas un gros ventre. Ah bon, dans ce Donc, cas, je n'ayez pas de gros ventre pour mieux vivre et vivre longtemps. Et ceux qui ont déjà un gros ventre, essayez de commencer des activités sportives, respectez tout ça et vous allez revenir peut-être en pleine forme et éviter certaines pathologies. Donc, ceux qui ont les gros ventres, pensez à diminuer le ventre là, pour votre propre santé. C'est très important. Au-delà de cela, nous qui sommes médecins, nous faisons tout lorsque le patient vient pour donner les conseils aux patients. On fait tout pour donner les conseils aux patients et à son accompagnant. Parce qu'on ne veut pas que demain, ce soit les deux qui deviennent patients. Et les campagnes, on ne cesse pas de faire ces campagnes-là. Les campagnes de sensibilisation par rapport aux maladies cardiovasculaires, par rapport aux maladies métaboliques, on ne cesse de faire ces campagnes-là. Parfois, ces campagnes sont même des campagnes gratuites. On informe et on fait le diagnostic aussi à ces patients-là qui se rapprochent de nous. Et en fonction de ça, on essaie de donner les conseils qu'il faut, prodiguer les conseils qu'il faut pour que ces patients-là puissent avoir une santé saine. Donc, ce qui est important, c'est qu'on essaie de faire des recherches. D'abord, les études sont toujours en cours par rapport à ces pathologies-là. De deux, les laboratoires aussi produisent le nécessaire, que ce soit dans le sens du traitement de ces pathologies-là, pour qu'on connaisse des avancées pour la guérison. Que ce soit dans le sens aussi des pathologies qui, jusque-là, n'ont pas encore de traitement. En l'occurrence, les cancers, les études aussi sont en cours pour qu'on puisse quand même trouver solution à ces pathologies. Même si jusque-là, on n'est pas encore satisfait, les études sont en cours pour qu'à un moment donné, on puisse guérir de toutes ces pathologies-là. D'accord, merci beaucoup docteur pour Merci. ce moment de partage d'informations. Merci, c'est un plaisir d'édifier encore une fois la population par rapport à la santé. La prévention des maladies non transmissibles est à la portée de tous. En adoptant des gestes simples au quotidien, bien manger, bouger régulièrement, éviter le tabac et l'alcool excessif et faire des bilans de santé, chacun peut agir pour protéger sa santé. Pour prendre soin de nous, la prévention, c'est le premier pas vers une vie plus longue, plus saine et plus heureuse. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci à toute l'équipe de la régie de Bell TV, antenne du Septentrion. Merci à vous, chers internautes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'appuyer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines émissions de santé.